Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de notre maison commune. Armelle Delmel pour vous accompagner aujourd'hui. Mon invité du jour, il est journaliste, auteur de plusieurs enquêtes chez nos voisins français. La dernière enquête en date est parue sous la forme d'un livre aux éditions du Rocher et elle s'en prend au tri sélectif et au recyclage. Le livre s'appelle La Mafia du recyclage et depuis déjà 30 secondes, je vous parle donc de Ivan Stefanovic. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? On va commencer par ça. Enfin, je m'en prends pas au recyclage, si vous voulez. Il faut recycler. J'ai jamais dit qu'il fallait pas recycler. Mais le problème, c'est que qui, comment et à qui bénéficie le recyclage et aussi l'attitude des écologistes vis-à-vis du recyclage. Parce que pour moi, ils n'y connaissent pas grand-chose. Voilà. C'est-à-dire surtout qui tire profit de ça. C'est-à-dire que le recyclage, c'est un monde de bisounours. C'est très bien le recyclage. Moi, je suis tout à fait pour les poubelles jaunes en France. Je ne sais pas de quelle couleur elles sont en Belgique, mais en France, c'est organisé d'une manière catastrophique. On va parler de tout ça pendant l'heure qui suit. Alors, avant de commencer, je me dois quand même préciser que votre enquête, elle se porte sur la France et que nous, notre système en Belgique, il n'est pas vraiment le même. Vous parlez de la poubelle jaune. Si je regarde autour de moi dans ma cuisine, j'ai déjà 3 ou 4 poubelles différentes qui ont toutes une couleur attribuée. Donc, on n'est pas du tout sur le même système. Très bien. Donc, on parlera entre autres de tri et de consigne. Ça fonctionne pas, comme je le disais, de la même manière de part et d'autre de la frontière. Et je trouvais quand même intéressant de voir comment ça fonctionne chez vous, ce qui fonctionne ou pas, et pour pouvoir ne pas faire les mêmes erreurs chez nous et peut-être s'inspirer de ce qui fonctionne. Comme ça, c'est dit. Alors, on va commencer par la première phrase de votre livre. Vous parlez d'écologie industrielle. Qu'est-ce que vous entendez par écologie industrielle ? J'entends par écologie industrielle tout ce qui est fait pour que, justement, notamment le recyclage, pour que l'industrie perturbe le moins possible le climat, la nature, et la terre, finalement, préserver la terre. C'est ça que j'appelle l'écologie industrielle. Mais en France, l'écologie industrielle, elle est malheureusement en grande partie entre les mains de ceux qui polluent. Donc c'est une histoire de fou, comme à la Raymond DeVos. C'est-à-dire, c'est comme si vous donniez en France la direction du ministère des Finances aux 20 principaux milliardaires. C'est une histoire de bon sens, c'est pas une histoire de gauche ou de droite, mais c'est parce que le pouvoir politique en France, je ne sais pas si, je ne peux pas parler de la Belgique, mais le pouvoir politique en France n'a pas trop envie de s'occuper de tout ça. Il donne les grandes lignes et parce qu'en France le bordel a été foutu par le plastique. Faut être clair, c'est les bouteilles en plastique. La bouteille en plastique, elle a été inventée en 1978, aussi en Belgique d'ailleurs. Hein. Et en France, ça a mis un désordre fantastique. Les poubelles, dans les années 80, ont augmenté de 40%. Donc, qu'est-ce qu'on fait pas? Et puis, il y a un grand industriel français qui était le patron de Danone, qui aujourd'hui est mort, paix à son âme, Antoine Riboud, qui a dit, bon, nous, les industriels, on pourrait quand même faire quelque chose parce qu'on a une part de responsabilité. Et en fait, quand on fait le but d'intérêt, c'est les Français qui payent tout, les industriels ne payent rien. Mais je ne sais pas si c'est comme ça en Belgique, mais pour le tri et le recyclage, les Français, par le biais en tant que contribuables et en tant que consommateurs, et enfin, en plus, on leur cache en tant que consommateurs, parce que c'est pas marqué sur les bouteilles et tout, la plupart du temps. Donc, c'est étonnant. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est que les associations écologiques, à part quelques-unes, ne s'intéressent pas du tout à ça. Elles s'intéressent aux résultats. C'est-à-dire, il y a recyclage ou pas, il y aura bien, mais qui le fait comment, qui se met de l'argent dans les poches, etc., ça ne les intéresse pas. Et ce qui se passe en Allemagne, c'est un drame en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, le système du plastique a abouti au fait qu'avec notamment je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, avec à grande échelle le système de la consigne, a abouti qu'il y a de moins en moins de bouteilles en verre. Ça, je vous laisse parler. On reviendra, je vous propose de parler de la consigne tout à l'heure. Je pensais aborder ce sujet en dernière partie d'émission.
Dans votre livre, vous parlez donc juste un peu plus loin, après avoir parlé d'écologie industrielle, hein, comme vous venez de le dire, comment est-ce qu'on fait pour que l'industrie soit la moins néfaste possible. Vous parlez des éco-organismes français, dont il y en a un qui revient très régulièrement, c'est Éco-emballage, qui aujourd'hui s'appelle Citeo, et vous dites qu'ils sont en conflit d'intérêts permanent. Alors, la question que je me pose, moi, personnellement, c'est comment est-ce qu'un organisme, qu'il soit éco quelque chose ou non, peut-il possiblement être en conflit d'intérêts permanent? Ça ne doit pas être spécifiquement très légal, ça. C'est tout à fait légal. Si vous voulez, c'est la loi française, c'est le Code de l'environnement. C'est une loi qui date de 1993 et qui dit quoi? Qui dit que ces éco-organismes. Alors, il faut peut-être expliquer un peu ce que c'est un éco-organisme, parce que c'est un nom horrible, mais bon, je ne sais pas si vos auditeurs savent ce que c'est. Bon, en gros, c'est un organisme non lucratif, hein, mais une société privée, ce qui est quand même assez bizarre, et qui est chargée donc de financer et d'organiser tout ce qui se passe avant le recyclage, c'est-à-dire de nettoyer toutes les ordures qu'on peut recycler, de les massifier, de les compacter et de s'occuper de tout ça. Mais pour s'occuper de tout ça, donc théoriquement, c'est les industriels qui vont donner de l'argent, mais si vous voulez, le côté français, là, on abandonne l'écologie. C'est que notre vieux fonds colbertiste en France fait que c'est un mariage entre le public et le privé, et qui fait que la loi, elle dit quoi? Elle dit que peuvent être, si vous voulez, membres et actionnaires, puisque c'est une société privée, et administrateurs de cette société privée, de cet éco-organisme et tous les autres pour l'électronique, uniquement les producteurs, distributeurs et importateurs de ce bien. C'est-à-dire que c'est complètement fou, on marche sur la tête, puisque c'est les plus grands pollueurs, Coca-Cola, évidemment, Danone et Nestlé, qui sont actionnaires majoritaires en France de cet éco-organisme. Et pour répondre à votre question, c'est l'évidence. Mettez-vous à leur place. Ils payent, et toutes les entreprises payent chaque année une redevance? Oui, une redevance payée par les entreprises, soi-disant, hein, et officiellement, c'est les entreprises, ça représente 1 milliard. Et avec ce milliard, donc, l'éco-organisme Citeo doit aider, parce que ça coûte beaucoup plus cher de recycler un bien que de le détruire, que de le mettre à l'enfouissement ou que de le brûler. Bon, il aide les collectivités locales théoriquement. Mais il est bien évident que si l'éco-organisme fait son travail comme l'État lui a demandé dans un agrément, parce qu'on donne 6 ans d'agrément, eh ben, il faut donc changer les produits, les faire le plus écologique possible, les plus facilement recyclables, etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et donc, ça coûte de l'argent aux entreprises. Hein. Alors, évidemment, c'est le vrai slogan, c'est moins on recycle, plus on gagne pour les entrepreneurs. Bien sûr, c'est évident. Bon, ça tombe sous le sens. C'est un peu maquillé, mais c'est vrai, c'est la vérité. Et alors, le pire, c'est que derrière, sauf pour les produits électroniques et l'ameublement, quand vous achetez une bouteille en France, vous payez sur la bouteille, vous payez 0,0 centimes pour le recyclage de la bouteille. Mais ça, le producteur n'a pas à le mettre sur la bouteille, hein, et le consommateur ne le sait pas. Hein. Et en France, j'ai découvert ça, que c'était nous, les citoyens, qui payons, parce que déjà, on paye une taxe pour l'enlèvement des ordures ménagères, mais donc le Français paye 10 milliards par an. C'est ça, là, le budget. 10 milliards d'euros par an pour ces ordures. Pas seulement le recyclage, en tout, le ramassage, l'incinération, l'enfouissement et le recyclage. Et donc, le Français ignore totalement. Si vous voulez, évidemment, ils vous disent, quand je vais les voir, après j'ai été les voir, toutes ces
ils m'ont dit, mais fallait nous le demander. Quand je demande à Éco-emballage, qui est devenu Citeo, ah mais oui, le directeur m'a fait une belle lettre, etc. Mais officiellement, il n'en parle pas. C'est un double. Officiellement, vous verrez dans tous les documents officiels, ce sont les entrepreneurs qui payent. Là, on se fout du monde, quoi. C'est carrément, on se fout du monde. Et alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est les écologistes, eux, les organisations écologiques, à part il y en a une qui s'est battue pour ça, contre ça. Les organisations écologistes, elles sont obsédées, il faut se mettre à leur place, je les comprends, par le résultat. Elles, ce qui compte, peu importe comment on le fait, ce qui compte, c'est on arrive, il faut que en France, on est à peu près à 70% de recyclage des bouteilles. Il faudra arriver à l'Europe, là, dans 2 ans, il faudra arriver à 79%. Et en 2029, il faudra arriver à plus de 90%. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Les associations écologistes en France, moi, je suis absolument atterré par leur attitude. Et de nous, on s'en fout. Le problème, si la consigne permet d'y arriver. La consigne, si on le fait en France, c'est 1 milliard d'investissement, plus 600 000 euros par an. Et c'est qui va payer? Nous, les citoyens. Et les écologistes, ils trouvent ça très bien. Alors moi, là, j'avoue que je suis perdu. Voilà. Ils doivent avoir des raisons. Alors, concrètement, donc vous parlez, je le dis aussi depuis tout à l'heure, on parle d'éco-emballage et qui est entre-temps devenu Citeo. C'est un éco-organisme qui existe, si je ne me trompe pas, depuis les années 90, donc ça fait déjà une trentaine d'années d'existence. C'est donc un éco-organisme, mais concrètement et en quelques mots peut-être, quel est son rôle à Citeo? Quel est son travail? Son rôle officiel, si vous voulez, c'est un organisme qui a été créé sous la tutelle d'un ministre français qui s'appelle Brice Lalonde, qui était ministre de l'Environnement, et qui a été créé, si vous voulez, en accord avec la gauche et la droite. C'est la gauche et la droite, Michel Rocard d'un côté, et de l'autre côté, Balladur, qui ont mis cette usine à gaz en pièces. C'est-à-dire, la gauche et la droite là-dessus, c'est la grande union. Parce que, évidemment, en France, à l'époque, vous l'avez pas connu, puis moi non plus, je m'en souviens pas très bien, mais les rues et les trottoirs, c'était affreux, parce que les poubelles débordaient de partout. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, et les entrepreneurs et tout, ils étaient obsédés par une chose surtout, c'est que ça leur coûte le moins cher possible, et ils avaient une obsession, c'est l'Allemagne. Donc, pas se faire envahir par le plastique allemand, par les bouteilles, etc. Donc, on a mis un truc assez sophistiqué et qui empêche les Allemands, en fait, de venir sur le territoire national vendre leurs bouteilles d'eau minérale. Les bouteilles d'eau minérale, on les exporte à l'étranger beaucoup. Je sais pas en Belgique, mais dans des pays entiers, ça part par avion cargo. C'est très rémunérateur. Bon, je ferme la parenthèse. Mais c'est si vous voulez, c'est une société privée qui s'est faite en accord, je le raconte dans mon livre, en France, on a une association de maires qui s'appelle l'Association des maires de France, qui est là, très très puissante, et elle s'est faite en accord avec eux, si vous voulez. Bon. Mais ce que je peux dire, c'est que depuis 30 ans, cet éco-organisme n'a jamais atteint ses objectifs. Elle avait des objectifs par exemple, elle devait recycler 75% de tous les emballages, parce qu'il n'y a pas que le plastique, il y a le papier, il y a le carton, il y a l'aluminium, eh bien, elle n'est jamais arrivée. Ça s'est jamais produit. On court toujours après. Aujourd'hui, on est arrivé à 72%. Alors, pourquoi on a mis cet objectif? On ne sait pas très bien, mais on a mis cet objectif, et c'est là que c'est terriblement pervers. On a mis cet objectif pour, vous me posiez la question, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent, normalement, c'est ce qu'on appelle en France les accords on a fait des accords dans les années, c'est Sarkozy qui a fait ça, des accords très, je me souviens plus le nom, très écologiques avant 2010, tout le monde connaît ce nom-là, mais ça m'échappe. Donc on a fait un truc une loi disant que les entreprises devaient rembourser à 80% les frais d'avant recyclage des collectivités locales.
d'une manière, disons, on peut pas dire si c'est exprès, si c'est... Les gens de cette entreprise sont très malins. C'est 300 personnes dans cette entreprise, Citeo, et ils ont obtenu un truc incroyable, c'est que ils ne payent 80% des et c'est toujours valable aujourd'hui, bien qu'il y ait le contraire dans une loi, mais les décrets d'application ne sont pas appliqués depuis 3 ans, eh bien, ils ont obtenu qu'ils ne payent ces 80% qu'à une seule condition, c'est que les emballages soient recyclés à 75%. Évidemment, ils n'y arrivent pas, la plupart du temps. Donc, ils n'ont pas payé les 80%, ils payent en dessous. Et alors, les collectivités hurlent. Hein, bon. Mais ça, c'est, si vous voulez, à la décharge des associations écologistes et des citoyens, c'est extrêmement complexe. Moi, j'ai mis 2 ans pour comprendre, hein, parce que c'est caché, tout est légal, mais difficile à comprendre. Vous parlez d'un objectif de recyclage à 75%. Est-ce que ça veut dire que c'est sur 75% pour chaque collectivité séparément ou 75% pour l'ensemble du territoire français? Les deux, mon général, c'est vrai pour les deux, c'est vrai pour chaque collectivité, c'est vrai pour l'ensemble. Si ça pourrait être pour l'ensemble et du coup, certaines collectivités ne pourraient pas les atteindre et d'autres être à plus que 75%. Mais non, parce que c'est un ensemble, c'est un objectif presque impossible. C'est très difficile, hein, très très difficile. Ça, il y a des pertes, il y a toutes sortes de choses, mais c'est dans chaque agrément, pour répondre à votre question de manière plus précise, dans chaque agrément entre Citeo et une collectivité locale, il y a ces 75%. Et dans la loi, dit l'inverse. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée il y a 3 ans, et c'est là que on marche sur la tête, quoi. Parce que les décrets d'application n'ont pas été appliqués. Alors ça prouve une chose, c'est que Citeo est une organisation extrêmement puissante. Moi, je vous dis que ces gens-là sont presque, enfin, les éco-organismes sont plus puissants que l'État français. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas atteint ces objectifs. Alors, toutes sortes d'objectifs. Et ils n'ont jamais été sanctionnés administrativement ou pénalement. Et à un moment, si vous avez lu mon livre, ils avaient un peu d'argent, comme ça, ils le mettaient de côté pour que le faire fructifier à l'étranger, pour que les entreprises payent moins en attendant d'être remboursées par les Français. Et donc, ils ont perdu dans cette histoire-là plusieurs dizaines de millions, hein, parce qu'il y a eu, c'était en 2008, il y a eu le problème financier international. Et à ce moment-là, bon, bah, ils n'ont pas été sanctionnés non plus. Les tribunaux ont dit qu'il y a que la Cour de la Cour de cassation française, c'est pénalement l'organisme mais suprême, mais comme l'État n'avait pas déposé plainte, etc. et tout, ils ont fait dire oh, c'est pas très bien ce que vous avez fait, mais on n'a pas pu les condamner. Voilà. Je vous propose de faire une première petite pause dans cette émission. On revient juste derrière la musique pour parler justement de comment est-ce qu'ils arrivent à cacher cet argent, ce qu'ils font avec cet argent. On ne sait pas très bien. Bon, on en parle juste après la pause. Nous sommes de retour dans notre maison commune sur une RCF Belgique. Aujourd'hui, je reçois Ivan Stefanovic, journaliste et auteur de l'enquête La mafia du recyclage, qui s'attaque au système du recyclage chez nos voisins français, pas au recyclage lui-même, mais comment il est géré. Et juste avant la pause, Ivan Stefanovic, nous parlions de Citeo, anciennement Éco-emballage, qui a réussi à faire en sorte que dans son cahier des charges, il ne soit pas écrit la même chose que dans la loi. C'est ce que vous nous expliquiez il y a un instant. Et vous disiez que ça ne dérange pas grand monde à part quelques collectivités. Mais ils sont pas punis. Non, c'est parce que ils sont, si vous voulez, l'État est dans une position difficile, puisque avec les décisions de Bruxelles, le libéralisme qu'on a depuis 30 ans, c'est pas dans l'air du temps de renforcer l'État et l'État-providence, etc. C'est plutôt l'inverse. Hein. Mais il n'y a pas que Citeo. Et il y a une affaire qui concerne très particulièrement la Belgique. Hein. Et oui, parce que, si vous voulez, il y a une organisation qui s'appelle Écosystème. Et ça, c'est pour tout ce qui est les biens électroniques et tout. Alors là, les biens électroniques, par exemple, il y a une société en Belgique qui s'appelle Umicore. Hein.
et qui est sise à Anvers. C'est une société qui est issue des mines du Haut-Katanga. Hein. Donc, c'est des gens qui ont une très grande pratique industrielle du recyclage et du traitement des métaux. Ce que nous, on a complètement abandonné en France, on n'a plus d'outils industriels. Et là, je veux parler des cartes mères qu'il y a dans les téléphones, les ordinateurs et toutes sortes de choses. Et Umicore en Belgique, hein, il traite ces cartes et il arrive à traiter plusieurs millions de tonnes d'or chaque année, à sortir des millions de tonnes d'or. Et nous, en France, les grands prestataires de Citeo et d'autres et d'écosystèmes, toutes ces cartes, ils les envoient à Umicore, pour la plupart. Elles peuvent aller aussi en Allemagne, il y a une société qui fait ça, et en Suède. Donc, les profits faits, évidemment, Umicore, elle achète ça à Veolia et à Suez, pas cher du tout. Et ils font des profits exceptionnels avec ça. Mais pourquoi? Parce que Umicore a investi 1,5 milliard pour faire ça, il y a une dizaine d'années. Et les Français n'ont rien investi du tout. Parce que les entreprises françaises, on veut bien faire du recyclage, mais il faut que ça nous coûte le moins cher possible. La différence avec les Belges, ils ont investi 1,5 milliard. Hein, bon. Et c'est pas triste pour la suite, parce que vous savez qu'avec nos voitures électriques, nos éoliennes, etc., tout ça, il va falloir des terres rares, toutes sortes de métaux, et on va en Europe, on va être obligé de rouvrir des mines. Hein, parce que le recyclage, pour l'instant, des terres rares, etc., et de tous des métaux dont on a besoin, ça coûte beaucoup trop cher. Et les mines sont beaucoup moins chères. Bon, j'arrête là. Mais vive la Belgique. Alors, Citeo, vous mentionniez tout à l'heure qu'il ne peut y avoir que les pollueurs en soi qui sont administrateurs. Donc c'est la loi qui dit ça, mais qui aujourd'hui est à la tête de Citeo? Qui est-ce qui gère ça au jour le jour? Aujourd'hui, c'est un grand marchand de fromage, l'administrateur, le PDG, et pendant 20 ans, ça a été Danone. Voilà. Je réponds à votre question. 3 ans, ça a été Nestlé, etc. Et en ce qui concerne les cartes électroniques dont je vous parlais tout à l'heure, alors là, c'est encore plus clair. Depuis 20 ans qu'existe Citeo, qui a le quasi-monopole, parce que j'oublie de vous dire que Citeo a le monopole aussi. Donc ça, c'est l'État qui préfère avoir des monopoles, vous comprenez? C'est notre vieux fonds colbertiste, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre, parce que ça se marie avec le libéralisme. Et écosystème, eh ben, depuis 20 ans, c'est toujours un PDG ou un ancien PDG de la première entreprise mondiale de lave-vaisselle, etc., d'électronique en public, qui s'appelle Whirlpool. Voilà, bien connu en Belgique aussi. Effectivement, ce n'est pas un nom inconnu. Mais vous, en Belgique, comment vous faites? Alors, ça existe, les écosystèmes, les éco-organismes, non? Alors, chez nous, le système est quand même, je pense, encore plus complexe parce que au niveau politique, c'est déjà complexe et les compétences ne sont pas forcément toutes au même niveau. Et je me demande si ce n'est pas une compétence qui est soit au niveau régional ou communautaire, et donc ça fait déjà 3 façons de faire différentes. Et puis en plus, avec les 2 langues, ça doit... Voilà, 3 langues. 3 langues. J'en reviens à votre enquête, du coup. Le fonctionnement actuel, il permet quand même à toutes ces grosses entreprises, et à Citeo en particulier, à faire des économies. Vous avez d'ailleurs parlé de placer cet argent à l'étranger. Hein. Et si je me souviens bien... Ils ont interdiction de le faire aujourd'hui. Mais si je me souviens bien, votre calcul dans les économies qu'ils arrivent à faire, ça aboutissait à plus ou moins, à la grosse louche, à 700 millions d'euros. Sur 6 ans, simplement. Hein. Oui, mais c'est quand même beaucoup. Cette économie financière, elle se retrouve répercutée, par contre, en des milliers de tonnes de CO2 qui auraient pu être évitées. Bien sûr. Mais ça, c'est légal. Hein.
on peut rien leur reprocher parce que c'est tout à fait légal. Ce qu'on pourrait, c'est leur retirer l'agrément, mais jamais depuis que ces éco-organismes, il y en a presque une trentaine en France aujourd'hui, jamais depuis 30 ans, l'État n'a retiré l'agrément. C'est-à-dire, l'agrément, c'est un accord entre l'État et ce groupe de producteurs de l'éco-organisme qui dit on va faire ça, vous allez faire ça, vous allez faire ça, vous allez réaliser telle performance, tel recyclage, etc. Et jamais, pourquoi quand ils réalisent pas? Parce qu'ils ont peur, l'État a très peur de se retrouver avec les éco-organismes, alors il faut en trouver un autre. Alors ça va être difficile parce que c'est les plus gros d'une production donnée. Comme tous les fabricants de bouteilles, par exemple, en plastique, Coca-Cola, etc., sont les actionnaires majoritaires de Citeo. Donc, comment vous allez mettre un autre organisme? Évidemment, les patrons vont boycotter au départ, etc. Donc, pendant ce temps-là, les éco-organismes, les collectivités locales continueront le job, mais personne leur donnera d'argent. Donc c'est un peu une histoire, c'est parce que l'État n'a pas d'autorité. Et dans un monde libéral, il est très difficile à l'État d'avoir de l'autorité, si vous voulez. C'est ce que je veux dire. De ce que j'ai compris à la lecture de votre livre, Citeo est à but non lucratif. Ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Je me demande si c'est même pas écrit mot pour mot qu'ils ne peuvent pas faire de bénéfices. Et pourtant, ils ne font pas des bénéfices, mais ils permettent dans un premier temps aux entreprises de payer moins. Les entreprises se font rembourser ensuite par les consommateurs. Mais au départ, les entreprises doivent sortir de l'argent. Et donc, leur obsession à Citeo, en fait, c'est que les entreprises, au départ, même si elles sont remboursées, sortent le moins possible d'argent. Comme ça, leur chiffre d'affaires et tout, c'est le maximum. C'est pas gagner de l'argent, c'est plutôt éviter d'en dépenser. C'est ça qu'il faut dire. Ils se mettent pas de l'argent dans les poches. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Écosystème, par exemple, en France, on a des grandes entreprises, Fnac Darty, par exemple, qui ramasse, je sais pas si ça existe en Belgique, mais elle ramasse chez les gens. Vous avez un réfrigérateur ou un lave-vaisselle, vous allez l'acheter et en principe, par Internet, c'est plus compliqué, mais par un grand revendeur, ça doit exister en Belgique, des grandes chaînes de distributeurs. Eh bien, il vient vous chercher votre ancienne machine et ils vous font un cadeau formidable, c'est qu'ils vous l'emmènent gratuitement. Vous achetez la nouvelle. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en France, dès que le Fnac Darty ou les autres, But, etc., prennent le réfrigérateur de la vaisselle, il leur appartient pas. Il appartient dès ce moment-là à l'éco-organisme. Et qu'est-ce qu'ils font de ces sociétés-là? Ces sociétés, ensuite, elles ne peuvent pas les envoyer réfrigérateur, par camion. Elles les envoient à la tonne à l'éco-organisme. Or, là, évidemment, il faut stocker et tout. Donc, les sociétés, elles payent. Les éco-organismes payent les distributeurs pour qu'ils stockent. Et là, évidemment, j'ai pas de preuves parce que j'ai vu des documents, mais je les ai pas. Donc, s'il me faut un procès en diffamation, je le perds. Rien n'empêche un éco-organisme de payer à la tonne 100 € ou le stockage 100 €, 200 €, 300 €. Et évidemment, ils peuvent payer moins d'autres. Donc, il peut y avoir des privilèges par rapport à des organismes d'État ou qui sont des déchetteries, on appelle en France, ou par rapport, c'est difficile de faire payer autant à un administrateur de Citeo qu'un autre ou d'éco-organisme qu'un autre qui n'est pas administrateur. Il peut y avoir des dérives. Je ne dis pas que c'est systématique, mais c'est très possible et c'est humain. Au niveau de ce qui est de leur budget, dans votre calcul sur les 6 ans où vous parliez de 700 millions d'euros économisés, il y a un point où ils n'ont pas économisé et que vous pointez du doigt, c'est les salaires un peu pharaoniques des dirigeants de Citeo qui, en plus d'avoir été déjà importants au départ, ont encore augmenté depuis le début. Oui, mais ça, ils se débrouillent bien, quoi. Ils sont les salaires des patrons de Danone et de Nestlé et du troisième larron Coca-Cola.
Alors, eux, ils sont stratosphériques hein, par rapport à ça. Les salaires dans ces éco-organismes, ils gagnent entre 30 000 et 40 000 euros par mois, les patrons. Hein. Mais Coca-Cola, c'est beaucoup, beaucoup plus. Hein. Coca-Cola, je vous rappelle, dans le monde, c'est près de 800 000 employés. Un budget qui se rapproche du budget de la France. Donc là, on parle dans des trucs énormes. Hein. L'intérêt pour Coca-Cola, si vous voulez, c'est Coca-Cola, quand il vient... Monsieur Emmanuel Macron qui est président de la République, il reçoit Coca-Cola à l'Élysée en grande pompe, il lui donne un prix parce que Coca-Cola vient et dit moi je vais investir 1 milliard dans les 5 ans à venir et je vais recruter plusieurs milliers d'employés. Alors là, écoutez, Coca-Cola, nous on est dans une psychologie de croissance et d'emploi. Donc, n'importe quelle entreprise étrangère qui vient et qui fait des emplois, elle a presque tous les droits. C'est tout. Alors, évidemment, on ne va pas chercher des noises à Coca-Cola et aux autres. Hein, c'est logique. Dans le système économique dans lequel on vit, il n'y a rien de contradictoire. Simplement, sur le plan, disons, éthique, déontologique, du droit des affaires, si on a c'est un peu bizarre, quoi. Voilà. C'est justement à ça que j'allais en venir, que gagner entre 30 et 40 000 euros par mois, quand on sait qu'on manque de budget pour justement tout ce qui est recyclage et faire avancer la gestion des déchets, c'est un peu lunaire. De se dire, on met plus dans le salaire, mais on met moins dans la gestion des déchets, qui est quand même notre mission. Parce que, oui, mais il y a une donnée que vous oubliez, c'est qu'ils ont des services de communication et de publicité extrêmement puissants, et ils consacrent un budget énorme à ça, dans les télévisions régionales, la télévision d'État, dans les journaux. Ils sont un annonceur extrêmement important. Pourquoi, moi, on ne parle pas beaucoup de mon bouquin ? Moi, j'ai fait mon boulot, ça n'intéresse pas les gens et tout. Mais c'est que les journaux, ils sont soumis à une pression énorme. Hein, parce que s'il faut un papier comme ça, c'est assez courageux, quoi. Mais c'est pas... c'est la loi économique, ça. En plus, nos journaux en France, nos 5 groupes de presse et nos chaînes de télévision, ils appartiennent tous à des intérêts financiers importants. Donc... on fait du greenwashing. On dit, mais vous verrez sur Citeo, sur les principaux écosystèmes, on est les meilleurs du monde. On donne des leçons aux Européens, on est très bons, etc. Mais je vous assure, moi, je les recopié, etc. Donc, faut pas croire que ce que je dis, moi, mon enquête, c'est un discours ultra minoritaire. Parce qu'il y en a quelques-uns dans la presse professionnelle, il y en a un qui travaille comme ça, mais c'est les gens. Moi, je crie dans le désert. Hein, ce que j'ai raconté, d'une manière parcellaire dans la presse professionnelle un petit peu, mais en plus, ça intéresse personne. Je veux dire, franchement, alors là, moi, j'ai été étonné que ça vous intéresse. Je suis très content. Mais les journalistes qui sont intéressés ils ont d'autres choses à traiter. C'est vrai. Hein. C'est l'avantage d'avoir, comme nous, pas de publicité, donc pas de pression d'un annonceur. Et voilà. 1 heure à consacrer au sujet de l'écologie. Alors, vu qu'on ne fait pas de pause en publicité, je vous propose de faire une nouvelle pause en musique. C'est quand même beaucoup plus sympa. Et on se retrouve juste derrière pour parler de la consigne, justement, et du tri et la façon dont c'est traité en France. Nous sommes de retour dans notre maison commune. Si vous nous rejoignez à l'instant pour cette dernière partie de l'émission, nous parlons de cette mafia du recyclage qui sévit chez nos voisins français. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plutôt mon invité, Ivan Stefanovic, journaliste et auteur de l'enquête qui porte ce nom de mafia du recyclage. On l'a vu dans les 2 premières parties de cette émission, comment les grandes multinationales polluantes et comment le pollueur fait payer sa propre pollution aux consommateurs sous prétexte de financer par la suite le recyclage. Le problème, c'est que les Français ne sont pas aussi drillés visiblement que nous, Belges, au tri sélectif. Il faut donc mettre des mécanismes en place pour les motiver
à mettre ce qui doit l'être dans votre poubelle jaune, hein, c'est ça. Et le premier, c'est de faire de la publicité, on en parlait juste avant la pause, auprès du grand public. Et là aussi, vous pointez une pratique détournée pour en fait faire de la publicité gratuite aux produits de ceux qui gèrent Citeo. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, c'est une mafia tout à fait légale. Il n'y a pas d'intimidation, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'assassinat. Hein. C'est un truc très, très organisé. Par exemple, je ne sais pas, le système de la consigne, c'est extrêmement sophistiqué. Je ne sais pas si vous avez ce système en Belgique. Bon, les consignes automatiques et tout. Une consigne automatique, c'est le principe, vous apportez votre bouteille, la machine électronique dans un supermarché, elle mange votre bouteille et elle vous donne, en plastique, et elle vous donne 15 centimes, hein, en principe. Hein, voilà. Chaque machine coûte 40 000 €. Donc en France, on veut mettre 22 000 machines, ça coûte 1 milliard, vous faites la multiplication, et c'est 600 000 € par an d'installation. Ce système a une grande qualité pour les entreprises parce qu'aujourd'hui, vous prenez l'exemple d'une bouteille. Hein. Une bouteille, elle est plus ou moins récupérée. Elle est surtout pas, on n'a pas investi, si vous voulez, il y a 24 millions de Français dans leur rue, il n'y a pas de corbeille sélective. Corbeille, j'entends, pas les poubelles que vous mettez devant chez vous, mais corbeilles sur les quais des gares, etc. Je ne sais pas comment c'est organisé en Belgique, mais nous, il y a beaucoup de bouteilles qui sont brûlées ou enfouies. Pourquoi? Parce que dans les rues, il n'y a pas c'est une histoire toute simple, il n'y a pas de corbeille. Avant d'attaquer et de dire que les gens sont tous des pollueurs et que ce n'est pas de la faute des entreprises, il faudrait quand même qu'il y ait des corbeilles dans les rues. Or, il n'y en a pas en France. Hein. Je veux dire, pas beaucoup. Dans les grandes villes, on commence. Et en plus, quelquefois, ils mélangent. Hein. C'est-à-dire qu'ils... Enfin, c'est une histoire, la RATP a fait ça, on faisait le tri sélectif et on mélangeait ensuite tout. Une histoire de fou. Enfin, maintenant, ils le font à peu près correctement. Mais donc, en France, et ce système en France, de la consigne, pour les industriels, c'est fantastique. Pourquoi? Parce que déjà, ils le font, un entrepreneur au Quénois, c'est près de la frontière belge, pas très loin, et ils arrivent à passer de votre bouteille, quand vous la mettez au supermarché, et elle va sans rupture. La machine, dans le supermarché, elle la réduit en paillettes. C'est-à-dire que les paillettes, elles vont directement à l'usine qui va fabriquer les bouteilles à partir de recyclage. Aujourd'hui, il y a plusieurs intermédiaires. Il faut transporter, il faut les transformer en paillettes, etc. Tout un truc. Bon. Évidemment, qui va organiser tout ça? C'est l'éco-organisme. Hein, et il va faire des économies. Là, on ne fait pas des profits. Quand vous êtes un organisme non lucratif, qu'est-ce que vous faites pour vos partenaires, les administrateurs? Ce qui les intéresse, c'est de faire des économies. Et surtout les économies quand c'est le consommateur qui paye tout. Parce que Coca-Cola et les autres, ils n'ont pas du tout envie de payer ça s'appelle les revending machines, c'est un nom anglais infernal, ces machines électroniques qui déconsignent les bouteilles. Et il y a en France une société, mais moi je n'ai jamais le nom, mais vous allez peut-être vous en souvenir, elle vend aussi en Belgique. C'est une société, bon, c'est elle qui vend le plus de bouteilles. Mais ça doit être en Belgique pareil. Ça s'appelle... c'est des gens dont on parle jamais. Cristalline ou Evian, il me semble que c'est ça que vous mentionnez. Cristalline, ce système, ils l'ont impliqué. Et Cristalline, c'est des entrepreneurs, c'est un monsieur qui est à l'origine de ça, qui est décédé aujourd'hui, ils sont géniaux. Parce qu'ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont une trentaine d'endroits où ils pompent l'eau pour en faire de l'eau minérale, etc. et tout, et bien ils mettent la même marque. Donc les écologistes sont très contents, et nous on est très contents, parce que ça évite le transport. Il y a beaucoup moins de transport avec Cristalline, puisqu'ils font l'eau sur place, ils lui donnent toutes, en gros, la même marque. Mais ils ont fait la première usine intégrée, parce qu'aujourd'hui, vous avez, je ne sais pas si en Belgique ça existe, mais je pense que ça doit exister aussi. En France, on a quelques supermarchés
Lidl, Carrefour, etc., où les fabricants de bouteilles, notamment cristalline, ont installé, mais là, à leur propre coût, ils en ont installé 500, 600, mais c'est eux qui payent tout, c'est pas du tout le consommateur. Ils ont fait des prêts bancaires, etc. Donc là, il n'y a rien à dire. Mais ils ont testé leurs machines et ils ont fait une usine. Il y a 2 usines en France, ils sont complètement leaders, même dans le monde, ils sont les seuls à faire ça. C'est-à-dire que la bouteille, elle va directement chez eux, à partir du moment où elle est traitée dans un supermarché. Alors, ils font des économies, évidemment, démentielles. Au début, ça coûte cher. Mais Coca-Cola et Nestlé et Danone, ils n'ont pas du tout l'intention de faire ça. Ils veulent que ce soit le consommateur qui paye. Et là, l'État français a évidemment... notre ancien Premier ministre, Édouard Philippe, et le président de la République, Emmanuel Macron, a fait des discours. Ah, pas question, ce sera pas les collectivités vont pas perdre d'argent et ce sera pas le consommateur qui paiera. Pourquoi? Parce que les collectivités, elles peuvent pas, les bouteilles peuvent pas être dans les poubelles jaunes, vertes ou tout ce qu'on veut, enfin les poubelles de recyclage, à la fois et dans le système de consigne. C'est pas possible. Donc, on a calculé que les collectivités allaient perdre 300 millions par an. Ah, comment on fait? Alors, on a dit, mais non, c'est pas vrai, ils vont pas perdre d'argent. Et là, on est en train d'installer ça, mais l'État, là, est complètement coincé entre les impératifs industriels des grands industriels et les collectivités locales. Alors, c'est une position, il y aura un perdant dans l'histoire, forcément. Et je pense que ce sera les collectivités locales. Parce que, en France, ce sont ces entreprises privées, par exemple le plastique, d'ici 2 ans, c'est eux qui traiteront tout. Non seulement les bouteilles et tout. Donc, c'est l'activité la plus rentable et on va la retirer aux collectivités locales. Alors, je veux dire que aujourd'hui, par exemple, les pionniers du recyclage, c'était dans les années 90, c'était Suez, les grandes compagnies qu'il y a aussi en Belgique, et Veolia. Et ben aujourd'hui, c'est devenu des sous-fifres, c'est devenu des prestateurs de services pour Coca-Cola et les autres. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout perdu dans l'histoire. C'est pas par hasard si j'ai fait ce livre, c'est des gens de Coca-Cola, comme je raconte, c'est vrai, des gens de Veolia et de Suez qui sont venus me voir et qui m'ont dit, mais nous, on avait une gâche en or avec ça, on faisait de l'or avec les poubelles, c'est terminé pour nous. Maintenant, c'est Coca-Cola, Danone et les autres. Voilà. Explique pourquoi j'ai fait ce livre. Alors tout ça, c'est pour la consigne, hein, mais j'aimerais revenir un instant sur la question que je vous posais juste avant. Ils ont fait une publicité, en fait, éco-emballage dont vous parlez dans votre livre, qui est une publicité où ils ont mis, si je me trompe pas, les différentes bouteilles de leur marque, en changeant les étiquettes de place et en disant, peu importe la bouteille, elle se retrouve dans votre bac jaune. Et vous mentionnez le fait que, en fait, ça leur fait de la pub gratuite pour leurs produits. Ça fait de la pub gratuite, surtout pour les administrateurs et actionnaires principaux 4-5, actionnaires principaux d'Éco-emballage. À l'époque, c'était Éco-emballage, je crois, et qui est devenu Citeo. Donc, c'est pas illégal, si vous voulez, mais c'est un peu tarabiscoté parce que pourquoi on fait de la pub pour ces bouteilles-là et pas pour le petit producteur au fin fond de la France qui fait simplement 20 000 ou 30 000 bouteilles par an. Voilà. Mais les intérêts financiers sont gigantesques, énormes, hein. Et tout ça au nom de la bonne vieille consigne qu'on avait dans le temps, c'est-à-dire consigne des bouteilles en verre qu'on rapporte. Et le système, il existe déjà en Allemagne avec la consigne et c'est catastrophique. Parce que je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en Allemagne, si vous voulez, les supermarchés et les petits commerçants, ils ont le droit de refuser les bouteilles en verre. Et dire non, on s'en occupe pas, parce que les bouteilles en verre à stocker, ça coûte énormément cher. Hein. Tandis que la bouteille en plastique, elle les réduit en paillettes et tout. Et donc, ce qui se passe, c'est prévu c'est légal, c'est prévu par les Bruxelles, par les règlements, les directives, c'est-à-dire que les bouteilles en verre baissent sans arrêt. Je sais pas en Belgique, mais en France, c'est comme ça. Hein. Bon, voilà.
En Belgique, on a la consigne pour les bouteilles en verre, notamment pour beaucoup de bouteilles de bière qui, du coup, retournent aux producteurs et sont parfois lavées, réutilisées ou parfois recyclées. Donc voilà. Donc, on pourrait parfaitement, il y a un système qui a été mis, mais ça a été abandonné. Veolia avait mis au point dans les années 90 un système, je raconte dans le livre, un système pour réutiliser les bouteilles. En plus, en utilisant des malvoyants, etc., qui étaient derrière les bouteilles et qui regardaient, avec des très fortes lumières. Donc, ça employait du personnel handicapé. Tout le monde était content, mais ça intéresse pas du tout les industriels. Le verre en France, avant, c'était Saint-Gobain, qui avait pratiquement le monopole. Aujourd'hui, ça s'appelle Veralia. Eh ben, eux, ils préfèrent casser les bouteilles et tout, parce que c'est beaucoup plus profitable. Il n'y a pas le stockage et tout, que de réutiliser. On n'est pas dans un monde. On ne peut pas demander aux industriels, ils sont là pour faire du profit, pour faire de la croissance, c'est leur religion. On ne peut pas leur demander de réemployer les bouteilles ou d'autres biens parce qu'ils perdent de l'argent, c'est sûr. Donc là, il y a une contradiction énorme. Hein. Parce qu'on devrait, c'est pas le recyclage qui devrait être privilégié. Bien sûr qu'il doit y en avoir du recyclage, mais c'est surtout le réemploi et la réutilisation. Et alors là, c'est une vaste rigolade. Hein. On fait des trucs, non, mais c'est la poudre aux yeux. Alors, pour conclure cette émission, il nous reste juste 2 minutes. J'aimerais juste insister sur un point. On est quand même d'accord qu'au final, peu importe s'il s'agit de trier dans la poubelle jaune ou de la consigne, au final, c'est le consommateur qui paye l'emballage lors de l'achat du produit, qui travaille à faire le tri gratuitement. Et pendant ce temps-là, ce sont les multinationales qui empochent l'argent et en plus se font encore rembourser leurs dépenses pour le recyclage du déchet, c'est ça? Tout ça est légal. Si l'État ne voulait pas, il n'a qu'à changer la loi. On change la loi sur les éco-organismes et on dit que en Allemagne, les producteurs sont interdits. Je ne sais pas en Belgique. En Allemagne, c'est interdit un producteur. C'est des sociétés privées. Les éco-organismes, c'est beaucoup plus sain. On va jusqu'au bout de la démonstration. Les entreprises ne s'en occupent pas. Hein. C'est uniquement les éco-organismes, qui sont des sociétés privées et qui sont là pour gagner de l'argent. Mais ils ne peuvent pas être aussi producteurs ou importateurs ou distributeurs du même bien. C'est beaucoup plus sain. Mais ça coûte beaucoup plus cher. Parce que là, ça obéit à la loi du profit. Tandis qu'en France, on peut maquiller, trancher au nom de la loi, justement, que c'est un monde de bisounours chez nous. C'est des bisounours. Chez nous, les industriels sont très malins. Ils font tout pour que ça leur coûte pas trop cher. Voilà. Merci beaucoup, Ivan Stevanovic, de nous avoir rejoints aujourd'hui dans notre maison commune. Ouais. Et alors, je rappelle que pour ceux que ça intéresse, hein, parce qu'il y en a peut-être dans nos auditeurs que ça intéresse quand même, votre livre, il ne faut pas être médisant avec vous-même. Vous pouvez le montrer, mon bouquin. Alors, les auditeurs ne le verront pas, mais... Il s'appelle donc La mafia du recyclage entre monopole, gaspillage et conflit d'intérêts. Je pense qu'on a couvert au moins l'ensemble du titre pendant cette heure. Il est donc publié aux éditions du Rocher. Et si je le retourne, je peux même dire aux auditeurs qu'il coûte une vingtaine d'euros. Ce sera peut-être 20 euros mieux investis que dans du plastique. Ouais. C'est là-dessus que je vais donc clôturer cette émission de Notre Maison Commune. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission sur une RCF Belgique. Et d'ici là, si vous voulez réécouter ou partager cette émission, chers auditeurs, vous pouvez la retrouver en podcast sur rcf.fr.